Avouez-le, vous avez tous déjà eu, à un moment ou à un autre, le rêve de monter sur scène, de prendre un micro et de rendre une foule complètement hypnotisée par votre voix. S'arrêter, je suis pas le seul à avoir eu ce rêve-là. On a tous déjà eu ce rêve-là, d'être capable de bien chanter, de chanter, de monter des notes, de chanter des grands classiques. Sauf que c'est pas donné à tout le monde. Ou peut-être que c'est possible pour tout le monde d'apprendre à bien chanter. Je vais poser la question à quelqu'un qui connaît ça. Marcin Brzezinski, j'espère que je prononce bien son nom, est coach vocal, vocologiste et expert en santé de la voix. Bonjour Marcin, c'est bien ça? Bonjour Jean-Simon, merci de l'invitation en fait. Mais ça fait plaisir, merci de l'avoir accepté. D'abord, la voix, si on avait à la définir, c'est quoi exactement? Il y a vraiment plusieurs définitions. Je pense qu'on pourrait faire une émission juste là-dessus, en fait. Mais en fait, c'est la façon de connecter avec d'autres personnes, que ce soit par la voix parlée ou par justement la voix plus artistique. En fait, ça a toujours été un moyen de communication émotionnelle, en fait. Ouais. Donc, on pense, par exemple, des tribus déjà dans l'ancien temps, en fait, utiliser des sons émotionnels pour communiquer différentes choses, en fait, pour identifier leur tribu, ou bien pour séduire, ou pour... et c'était toutes sortes d'indications de chasse, puis de plein d'autres activités sociales. Puis tranquillement, ça a évolué pour devenir des langues, puis finalement, la voix chantée aussi au fil des siècles. Fait que ça, c'est la réponse courte, en fait, c'est ça. Ouais. Nos cordes vocales, Marcin, est-ce que c'est un instrument au même titre qu'une guitare, une trompette, un piano? Est-ce qu'on pourrait considérer que c'est un instrument de musique aussi? Ce qui est intéressant, c'est que les cordes vocales, à la base, c'était une espèce de valve, finalement, un peu comme un sphincter qui empêche l'eau puis les particules de tomber dans les poumons. Puis c'est les êtres humains, en fait, ça, justement, ils ont à un moment donné trouvé comme un autre usage qui est un instrument, finalement, pour émettre la voix chantée, puis évidemment la voix parlée, puis tout ça un peu de bruit là, que j'ai mentionné, en fait. Mais en fait, ce sont deux cordes vocales, en fait, qui produisent une vibration. Puis ensuite, tout ce qu'on fait avec notre articulateur, résonateur, donc la langue, les muscles du visage, en fait, les muscles de la gorge, en fait, c'est ça qui produit, en fait, différentes sonorités que la voix peut produire, en fait, autant justement différentes langues, différents accents, puis évidemment toutes les possibilités que la voix chantée a aussi, là. Qu'est-ce qui fait que l'être humain est capable d'articuler ces paroles-là sur une trame musicale, de leur donner une espèce de sens émotionnel, alors qu'un chimpanzé le fera pas, qu'un zèbre, je pourrais nommer n'importe quel animal, là, va pas chanter outre les oiseaux, mais c'est différent, j'imagine, comme fonctionnement. Qu'est-ce qui fait que l'être humain est capable de faire ça avec ses cordes vocales? En fait, c'est ce qu'on dit, en fait, dans l'histoire du développement de la voix, c'est que les humains, à un certain moment, évidemment, imitaient des sons de la nature, mais à un moment donné... quand l'art vocal s'est beaucoup plus développé, en fait, c'est qu'ils ont aussi imité, par exemple, d'autres instruments. Et fait que l'aspect plus instrumental, capable de faire des mélodies plus élaborées, c'est que dans le fond, les voix humaines ont commencé à imiter aussi des instruments, par exemple des trompettes ou toutes sortes d'instruments à vent, en fait, ou des instruments à cordes primitifs, là, tu sais. Ouais. Donc, c'est ça aussi qui... explique pourquoi dans différents pays, en fait, il y a différentes cultures, il y a différentes sonorités vocales, parce que aussi les instruments qui étaient joués dans ces cultures-là étaient différents, justement, d'une culture à l'autre. Il n'y a rien de plus personnel qu'une voix, hein? Peut-être d'autres choses, mais chaque personne a sa voix. Qu'est-ce qui fait que c'est aussi différent d'une personne à l'autre? Dans le fond, c'est justement le lien entre notre monde émotionnel intérieur puis le monde extérieur. Donc, c'est par la communication, on exprime ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans notre monde émotionnel intérieur. Mais ce qui fait que les voix sont uniques, aussi différentes, c'est aussi au niveau vraiment anatomique. C'est-à-dire, par exemple... la longueur de notre larynx, en fait, surtout, en fait. Donc, l'espèce de tube là, qu'on a ici au milieu du cou, en avant. Ce qui serait au poumon, dans le fond, c'est ça? En fait, c'est au-dessus de la trachée. Okay. Puis, dans les cordes vocales se trouvent à l'intérieur du larynx, en fait. Et c'est la longueur, surtout, de ce tube-là, en fait, qui est entre 15 et 17 cm chez les êtres humains, qui détermine la couleur de la voix. Puis aussi, jusqu'à un certain degré, la taille de nos cordes vocales. Donc, par exemple, chez une femme, les cordes vocales peuvent avoir une dimension environ d'un 10 cents, donc c'est très, très petit.
Il voit les cordes vocales de quelqu'un qui est né avec une voix masculine, en fait, c'est ça, ça peut atteindre jusqu'à la grosseur d'un 5 cents environ. Okay, c'est quand même tout petit, en fait. Oui, OK, non, je comprends. Mais c'est ce qui explique l'espèce de timbre unique d'une personne à l'autre, en fait, c'est ça. C'est tout ça qui va faire en sorte que quelqu'un va être, chez les femmes, soprano, contralto. Oui, exactement. OK. Toute la classification des voix dépend justement de la taille du larynx beaucoup, puis donc la taille des cordes vocales, la longueur, l'épaisseur des cordes vocales elles-mêmes. C'est seulement génétique, ça? Le fait d'avoir une belle voix ou pas, ça vient-tu juste des gènes ou il y a de l'acquis aussi là-dedans? Mais en fait, il y a probablement que il y a des aspects génétiques, justement. Donc, c'est peut-être transmis d'une génération à l'autre. Mais en fait, je pense qu'il y a beaucoup il y a beaucoup aussi à combien par exemple, de musique, de sonorités différentes, l'oreille d'une personne a été exposée à la très, 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 très jeune enfance. Ah oui? Parce que, par exemple, on dit que l'oreille se développe déjà dans l'utérus, en fait, pendant que l'être humain est encore dans l'utérus. En fait, déjà, l'oreille se développe comme un des premiers organes. Fait il détecte toutes sortes de sonorités, d'environnements, en fait. Puis, en fait, un peu les capacités vocales, aussi la langue, puis ça, et ça se forge, en fait, selon la culture, en fait, dans laquelle on grandit, là, quand tout petit, là, pratiquement avant qu'on soit né, en fait. Donc, ça commence jeune, en fait, c'est ça. Oui. Donc, faire écouter de la musique à son bébé, c'est une bonne idée, là. Absolument, ouais, c'est ça. Ouais, ça peut jouer sur sa voix. Il y a des gens qui disent, moi, je suis incapable de chanter, je suis aphone, je suis incapable d'aller chercher des notes, je suis pas du tout. Ça existe-tu vraiment des gens incapables de chanter? Mais en fait, je dirais que ça, on vit à une époque justement où, par exemple, les neurosciences puis les méthodes d'apprentissage de l'éducation de l'oreille surtout, en fait, se sont tellement développées qu'on est capable de faire chanter pas mal tout le monde, en fait. On pourrait dire que certaines personnes sont un peu ce qu'on appelle des faux bourdons, ou on appelle ça aussi un peu des gauchers auditifs. Ça serait comme une forme un peu de dyslexie que, par exemple, lorsqu'une personne entend une mélodie connue, elle n'est pas capable d'identifier ni la hauteur ni le rythme. OK. Parce qu'en fait, le signal rentre par une oreille, mais ça ne rentre pas tout à fait dans le bon département dans notre cerveau. Puis, clair de la lune. Donc, les personnes qui chantent comme des casseroles, comme on dit, en fait, c'est ça. Ouais. Ça explique un peu ça. Mais on peut, avec certains appareils spécialisés, en fait, on peut les rééduquer. Donc, il y a des gens qui sont des geeks, en fait, de la formation auditive, notamment à Montréal, l'Université McGill, des trucs comme ça, qui sont capables vraiment de spécifiquement rééduquer, un peu comme on rééduque une personne qui a des difficultés d'écriture, ou des trucs comme ça. Les sciences de l'apprentissage de la musique moderne sont beaucoup, beaucoup reliées avec les sciences du cerveau, en fait. Fait que, il n'y a pratiquement pas nécessairement comme on dit, de cas désespérés de nos jours, c'est ça, là. Ah, ben, c'est une bonne nouvelle pour certains de mes collègues qui désespéraient tantôt quand on faisait un petit jeu. Parce que je pense qu'il n'y a rien de plus humain que d'aimer chanter, hein. C'est quelque chose qui nous vient naturellement, que ce soit dans un party, que ce soit on vient chercher une espèce de forme de communion, de partage. Récemment, on célébrait les 30 ans du décès de Freddie Mercury, de Queen, qui est peut-être une des voix les plus étonnantes, les plus impressionnantes du 20e siècle. Qu'est-ce qui fait que certains chanteurs sont capables d'atteindre 3, 4, 5 octaves parfois, alors que d'autres restent bloqués dans un registre d'1 ou 2 octaves? Est-ce que c'est des gens qui, par exemple, Freddie Mercury, il y en a qui disent que c'est ses dents, c'est la façon que sa bouche était faite. Est-ce que c'est quelque chose qui s'atteint? Donc, quelqu'un y arrive, Marchine, moi j'aimerais ça monter 3 octaves. Est-ce qu'il va y avoir des limites ou à un moment donné, c'est inné ou au contraire, ça peut s'apprendre? Puis Mais en fait, c'est que, comme j'ai un peu mentionné tantôt, c'est qu'il y a certaines prédispositions comme d'anatomie, finalement. Puis dans le cas de quelqu'un comme, mettons, Freddie Mercury, c'est que oui, c'est sûr que anatomiquement, il faut que la voix soit capable d'atteindre ces notes-là, en fait. Ce qui se détermine quand même assez rapidement en coaching vocal. En fait, souvent, le premier coaching, on sait à peu près quel registre la personne est capable d'atteindre. Et souvent, justement, ce que on disait par rapport entre amis vocologistes, ce qu'on disait de Freddie Mercury, c'est que aussi sa capacité de manœuvrer dans ces registres-là faisait qu'il était extrêmement extraverti. C'est un peu un badass, comme on dit en anglais, vocal, justement,
qui justement, il y avait beaucoup d'audacité dans je pense qu'on a même vu dans le film. Là, oui. Ça. Il était très, très, très audacieux, puis très extraverti, en fait. Puis ça faisait que il y avait toute l'énergie respiratoire, puis toute l'énergie du système nerveux qui faisait comme... qui pouvait vraiment atteindre souvent des notes vraiment avec une grande facilité. Fait que souvent, chez des personnes, il y a beaucoup de gens qui sont des très, très bons chanteurs, bonnes chanteuses, en fait, puis qui s'ignorent totalement. Et à force de justement développer des capacités respiratoires, puis d'entraîner les cordes vocales de manière appropriée, c'est que les gens, ils peuvent justement développer le plein potentiel vocal, en fait, alors que au début, il ne savait juste pas qu'il y avait accès à ces sons-là nécessairement. Donc, ça fait un peu partie justement de ce qui est le coaching, l'entraînement fonctionnel de la voix, puis tout ça. Là. Qui a la voix la plus impressionnante, selon toi, présentement? Mettons, dans la musique qui joue en ce moment, ça peut être au Québec ou à travers le monde, mais mettons, si tu avais un nom à nommer en termes de maîtrise de son instrument, ce serait qui? Oui, c'est ça que c'est vraiment une question piège, en fait. C'est ça. Moi, personnellement, j'aime beaucoup de voix très, très différentes, en fait. C'est ça, c'est que... J'aime beaucoup les voix qui sont, par exemple, dans les voix qui sont bien maîtrisées, en fait, comme les voix féminines, j'aime beaucoup comme Ariana Grande, par exemple, qui est vraiment une variété de couleurs, mais ça va être surtout techniquement très, très stable et capable d'accéder vraiment plein de registres vocaux différents. Et pour ce qui est, en fait, des chanteurs québécois, en fait, c'est ça, les gens, ils pensent en vocologie, fait que je vais nommer quelqu'un qui a une voix très, comme un chanteur à voix, alors que quelqu'un que j'admire beaucoup pour son endurance vocale, c'est justement Damien Robitaille. Ah oui? Donc j'ai vu son spectacle de Noël à Montréal récemment avec mon fils d'ailleurs, puis que c'était vraiment spectaculaire. Et combien de variétés de sons différents ce chanteur-là a appris à émettre avec le temps, parce que je suivi un peu sa carrière depuis le début des années 2000, en fait. Et aussi, c'est qu'il a chanté pendant des heures de temps, 2 heures et demie de temps, en fait, pratiquement sans arrêt. Là, c'était une vraie machine à chanter, en fait. Il a fait un medley avec toutes sortes de chansons qu'il a faites sur YouTube pendant la pandémie. Là. Oui. Puis aucune trace de fatigue vocale, en fait, ou d'extinction vocale ou quoi que ce soit. Ça va être tout aussi... en fait, en forme au début qu'à la fin du show, en fait. C'est comme si c'était inépuisable, en fait. Fait que, en termes de santé vocale, puis de vraiment usage très spontané, justement très libre, c'est vraiment un bon exemple de vraiment versatilité, puis d'une bonne santé vocale, en fait. C'est ça, à part le fait que c'était vraiment un show très divertissant aussi. Au Québec, on a beaucoup de belles voix, de grandes voix même, et on met beaucoup l'accent là-dessus aussi. Je pense qu'on aime les belles voix. Ouais. Est-ce que c'est culturel ou c'est dans notre patrimoine génétique d'être meilleur chanteur? Ben, en fait, premièrement, c'est de ce que j'en sais, en fait, en Amérique du Nord, en fait, donc en Amérique du Nord francophone aussi, c'est que lorsqu'il y avait les premiers colonisateurs, en fait, souvent autour des paroisses, en fait, il y a eu comme la tradition de chorale qui s'est développée assez tôt. Hein. OK. C'est-à-dire que c'était comme justement une première forme de socialisation. Puis d'ailleurs, ici à Québec, dans la ville de Québec, je pense que j'ai compté plus de chorales, en fait, que dans toute la province de Québec au complet, là, tu sais. Ah oui, à Québec. Oui, c'est une région qui est très, très, très garnie, si on peut dire, en chorale. Puis c'est certainement une région où il y a de plus de chorales nombreuses. C'est là, pendant la pandémie, leurs répétitions sont plus compliquées, évidemment, mais c'est qu'il y a des chorales qui peuvent aller jusqu'à 400 personnes, ou des trucs qu'on voit pas nécessairement dans d'autres régions du Québec, en fait, c'est ça. Au niveau des chanteurs à voix, donc au Québec, en fait, il y a certainement eu évidemment l'influence américaine. C'est des musiques noires, justement, du gospel, du soul, R&B, puis des techniques Broadway aussi américaines qui ont traversé jusqu'ici. En fait, c'est ça qui explique que les voix québécoises sont généralement plus résonantes et plus volumineuses. Si par exemple, si on compare avec des fois certains chanteurs typiquement français de France, comme on dit, en fait, c'est ça, qui sont donc plus conversationnels, plus basés sur la poésie. Elle va parler, en fait, historiquement. Évidemment, c'est un peu des clichés, en fait, mais c'est ça qui explique, en fait. Donc, d'une part, vraiment comme il y a beaucoup aussi, le chant généralement au Québec, si je compare à d'autres pays comme mon pays natal, en fait, la Pologne, c'est que le chant ici est beaucoup plus comme démocratisé, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chanteurs amateurs qui sont de très très bon niveau, comme des chanteurs professionnels. En fait, il y en a comme c'est plus répandu un peu. Ouais.
Alors que si comme dans mon pays natal, en Pologne, c'était comme, surtout quand j'étais petit, en fait, c'était comme juste réservé à des professionnels, puis les gens conservatoires, et pas nécessairement aussi répandu un peu dans toutes les sphères sociales, si je peux dire. Là. OK, c'était plus élitiste un peu. Oui, exactement, c'est ça. Aujourd'hui, ça l'a changé parce qu'on a aussi des émissions là-bas comme ici, un peu La Voix, puis, puis ce genre de trucs-là, en fait. Donc, ça a été un peu popularisé aussi là-bas, en fait. Mais ici, c'est une particularité que j'ai remarquée, en fait, depuis le temps que j'habite au Québec. Donc, ça va faire 32 ans, en fait. Ouais, c'est déjà 32 ans, ouais. Si tu avais un conseil à donner, là, quelqu'un nous écoute, il aime ça chanter, il est capable, tu sais, il est pas à fun, il comprend la rythmique. Ce serait quoi ton conseil pour qu'il s'améliore ou qu'il développe qu'il débloque son potentiel? Mais en fait, ça, c'est un peu l'accessoire que j'ai apporté ici avec moi, en fait. Comme tu peux voir, c'est une bouteille d'eau, en fait, avec une paille à slush, en fait, c'est ça. OK. C'est à peu près l'accessoire d'entraînement vocal le plus facile à faire soi-même, en fait. Pas besoin d'être un grand bricoleur. Puis en fait, ça permet de faire des étirements vocaux très, très efficaces. Fait que l'idée, c'est de vraiment chanter à peu près n'importe quoi dedans. Chanter dans la paille. Ouais. Fait qu'on peut utiliser ça pour la voix parlée, en fait, c'est ça. Et on peut compter des chiffres, on peut dire réciter des textes, on peut chanter des mélodies dedans. Comme j'ai chanté Au clair de la lune, en fait. Ben, on l'a reconnu. Puis en fait, c'est exactement ça. C'est que l'idée, c'est de passer ne serait-ce que 5 minutes au début de sa journée vocale à vocaliser de différentes façons, chanter des chansons qu'on connaît ou de même... Puis la résistance variable de l'eau, justement, fait en sorte que les cordes vocales sont vraiment dynamisées assez rapidement, sans forcer. Parce que, tu sais, souvent, les gens, ils disent « Oh, j'ai perdu ma voix. » Mettons, extinction de voix, j'ai perdu ma voix. Dans le fond, ça vient à 90% du temps de la tension musculaire dans les cordes vocales ou autour des cordes vocales. Fait que si quelqu'un arrive avec une voix comme ça, justement, je peux plus parler, c'est souvent... justement une tension excessive, un peu comme une crampe à l'intérieur de la paille vocale. OK. Fait quand je fais un peu de n'importe quelle vocalise, n'importe quelle chanson pendant 5 minutes minimum, ça vient enlever la tension excessive qu'il y a autour des cordes vocales. Ça vient aussi en même temps échauffer toutes les muscles respiratoires. Puis justement, comme on entend, ça chasse aussi les chocs qu'on peut avoir dans la gorge. Puis, ça fait comme un outil d'entraînement. Tu sais, t'as des gens au gym qui s'entraînent avec des élastiques, des trucs de poulies, puis un peu, c'est l'équivalent. Puis c'est une méthode qui a été développée en Europe, justement, par des gens qui sont en orthophonie, des ORL. Fait que c'est vraiment un outil sérieux, en fait. Fait que c'est une paille à slush ou bien à bubble tea. Les grosses pailles, là, C'est ça, environ 1 cm, puis quelque chose qui a peut-être 11 pouces de longueur ou environ. Puis on plonge ça de 4-5 cm dans l'eau, en fait, puis on peut faire différentes vocalises. Puis c'est la meilleure façon de préparer sa voix avant une journée vocale, peu importe, est-ce qu'on parle de façon prolongée ou est-ce qu'on doit chanter ou des trucs comme ça. Puis quand on aborde une nouvelle chanson, des fois, on veut apprendre une nouvelle chanson, on peut carrément chanter toutes les paroles dans cette espèce de dispositif maison, en fait. Puis ce qui fait que, en fait, des fois, c'est complètement magique. La voix sonne très, très bien juste après quelques minutes. Oui, dans le fond, c'est tout des décennies de recherche scientifique. En fait, je pense qu'ils ont fait 30 ans de recherche en orthophonie sur les pailles et les tubes comme ça, tu sais. OK. Puis finalement, ça te donne des outils d'entraînement super faciles, en fait, que tout le monde peut utiliser. Il faut pas juste y penser. Ben, ça me donne le goût d'essayer en arrivant Marcin Brzezinski, qui est coach vocal depuis plus d'un quart de siècle, depuis 27 ans. Merci beaucoup d'être passé en studio. C'était passionnant. J'espère qu'il y a des gens qui ont eu le goût de développer leur corde vocale grâce à cette entrevue. Merci. Merci beaucoup, Jean-Simon. Ça a été un plaisir.